De retour dans l'Africa Newsroom pour la deuxième partie. Nous sommes toujours en compagnie de Raphaël Goma, enseignant-chercheur, de nos éditorialistes Samuel Gambok et Jemal Taleb. Tout de suite, le dossier du jour. Si par le passé, la déficience visuelle était un handicap pour une insertion socio-professionnelle, aujourd'hui, grâce à l'écriture braille, les aveugles ou malvoyants parviennent à réaliser une scolarité quasi normale. Au Burkina Faso, l'Association pour la promotion des aveugles et malvoyants est la principale structure d'accompagnement. Les pensionnaires de cette école participent aux examens nationaux au même titre que les personnes voyantes. Un reportage de notre correspondant Wendiam Valentin Compaoré. Le Burkina Faso, à l'instar de la plupart des pays du monde, s'est engagé à atteindre les objectifs du millénaire pour le développement. À cet effet, le gouvernement du pays des hommes intègres a défini des secteurs prioritaires, dont l'éducation, avec la ferme volonté de réaliser l'éducation pour tous à l'horizon 2020. Mais cet objectif ne saurait être une réalité si les enfants en situation de handicap, encore trop souvent marginalisés dans nos sociétés, ne sont pas pris en compte. C'est ainsi que l'État a intégré l'éducation inclusive. Aujourd'hui, sous l'impulsion de l'Association burkinabé pour la promotion des aveugles et malvoyants, cette dynamique est lancée. Cette association reconnue d'utilité publique a parmi ses objectifs majeurs l'éducation par la scolarisation des enfants aveugles. C'est ainsi que depuis 1987, son école, l'école des jeunes aveugles de Ouagadougou, s'emploie à offrir à des enfants malvoyants un enseignement pratiqué sur le braille, un système d'écriture tactile à points saillants à l'usage des personnes aveugles ou fortement malvoyants. Si cette école a ouvert ses portes avec seulement 3 élèves, elle compte de nos jours 163 élèves et étudiants repartis entre le primaire, le secondaire et le supérieur des écoles dans certaines régions du pays. Aussi, elle a opté pour l'intégration, un système qui permet aux élèves aveugles de vite s'adapter au milieu scolaire ou universitaire classique, une méthode efficace selon les responsables de cette école. Sur place, ici, nous avons le cycle primaire qui commence par une petite classe que nous appelons la classe d'observation, qui reçoit les enfants de 5 à 6 ans. C'est comme une classe préscolaire en fait, pour préparer ces enfants à entamer le cycle primaire au CP1 normalement. Et nous avons les 6 classes du cycle primaire du CP1 au CM2 et nous avons 2 autres classes spéciales, une classe que nous appelons réadaptation élèves où nous recevons les élèves qui ont perdu la vue au cours de leur cycle primaire et une autre classe que nous appelons réadaptation adulte où nous accueillons les adultes et les étudiants et tous les élèves qui ont perdu la vue au cours de leur cycle secondaire et supérieur. Dans ces classes, l'enseignement en braille est pratiqué dans cette école des jeunes aveugles. Si dans les écoles classiques, l'alphabet compte 26 lettres, avec le braille, l'alphabet est de 63 lettres et chaque enseignant y va de sa manière pour la compréhension des élèves. Une méthode qui nécessite plus d'attention pour ces enfants en difficulté selon ces pédagogues. En écriture braille, le point 1 signifie le point A, 1, 2 c'est la lettre B, et 3, 4 c'est la lettre C, et ainsi de suite jusqu'à finir les 26 lettres. Maintenant, comme je vous dis, les lettres accentuées dénaturent totalement la lettre. Si j'écris par exemple U, qui est composé de points 1, 3, 6, pour écrire une flèche, ça dénature totalement. Il faut que ça change les points maintenant. La Fédération burkinabé des associations pour la promotion des personnes handicapées évalue à 66% le nombre de personnes en situation de handicap n'ayant aucun niveau d'instruction et environ 16% ayant atteint le niveau primaire. Pour ceux qui ont la chance d'aller à l'école comme la petite Mariam Diallo, la lecture se fait grâce au mec qui remplace la vue pour ses enfants aveugles. Monsieur Diouf, le directeur de l'école, a donné à Boubacar un beau livre, tout neuf. Boubacar regarde la couverture, elle est bleue. Et elle a un joli dessin. Puis elle ouvre
le livre. L'intégration des jeunes aveugles dans la vie active est aussi le credo de l'ABEPAM. C'est ainsi que certains sont dans des écoles classiques, notamment des écoles professionnelles. Nous sommes ici à l'effort, l'école de formation et de recyclage des enseignants. Cette école a reçu pour cette année une pensionnaire aveugle, Mariam Sinari, qui a pour ambition d'embrasser une carrière d'enseignante. Et malgré quelques difficultés, elle compte y arriver. J'aimerais être enseignante pour montrer aux gens que même si on est handicapé, on peut faire ce que les autres font pour gagner sa vie. Autre lieu, autre réalité. Sungalo Traoré, aveugle, est quant à lui élève au lycée mixte de Gounguin. Il est en classe de 5e dans cet établissement public. Pour lui, l'impossibilité de transposer les figures mathématiques en braille est son souci majeur. Pour moi, le plus difficile, c'est comprendre les matières scientifiques comme les maths. C'est une matière, en tout cas, toutes les explications se passent au tableau. Donc pour moi, c'est un peu difficile, mais avec la compréhension de mes camarades et du professeur, j'ai une explication verbale. Le professeur vient, il m'approche et il m'explique. Au moins, et j'arrive à comprendre peu à peu. L'association dispose d'une cellule de transcription. Elle se charge de retranscrire les devoirs des élèves et étudiants aveugles dans les écoles classiques pour permettre la correction par les enseignants, ceux-ci ne lisant pas le braille. Le décodage consiste donc à transformer donc le travail de l'enfant qu'il a fait en braille en noir, puisque nos professeurs généralement ne sont pas formés donc à la lecture du braille. Donc, on met ça donc en noir pour que le professeur puisse avoir accès. Un avenir radieux, une société plus ouverte aux enfants malvoyants, c'est le souhait que Guy Yamoego, président de l'ABEPAM, formule à l'endroit de ses filleuls. Ayant perdu sa vue pendant sa carrière d'enseignant, il prône la prévention, mais aussi plus d'acceptation pour ses enfants, dont il loue les compétences. Actuellement, la technologie, en tout cas, offre beaucoup de possibilités à ces enfants-là. Et il y a actuellement les ordinateurs adaptés que une personne aveugle peut utiliser et peut communiquer, il peut faire beaucoup de travail. Et je me demande, dans 20 ans, est-ce que ces enfants-là ne pourront pas même piloter des avions si on les pousse dans leurs études, parce qu'ils sont capables. Selon les dernières estimations, le nombre de personnes en situation de handicap au Burkina est estimé à environ 1,2% de la population totale. Et pour l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, le nombre de personnes en situation de handicap au Burkina Faso dépasserait les 3 millions en 2020, la majorité vivant en dehors de toute offre éducative. En effet, les rares expériences d'éducation à l'adresse de ces personnes au Burkina Faso sont conçues et mises en pratique par des organisations de la société civile et des structures religieuses. Il convient donc pour certains observateurs que l'État s'y implique davantage pour améliorer l'éducation, mais aussi l'insertion socio-professionnelle des personnes handicapées. Raphaël, est-ce qu'on peut dire que la situation des aveugles, leur scolarité, leur insertion socio-professionnelle est encore plus difficile en Afrique qu'ailleurs ? Je commencerai par dire que l'égalité des chances, c'est d'abord donner les moyens d'une scolarité normale à tous. Effectivement, quand je vois ce qui se fait au Burkina, je ne peux que l'encourager. Mais malheureusement, je dirais que quand on regarde les moyens mis pour, si on prend par exemple les textes et les ouvrages édités, il y a au moins 1% le sont en braille. C'est une difficulté. Cela montre tout simplement que les politiques nationales, enfin je parle en général en Afrique, autant j'encourage ce qui se fait au Burkina, mais c'est un cas d'espèce. Alors que si on va un peu plus loin, on ne verra pas les enfants non-voyants ou malvoyants être ensemble avec les enfants qui sont voyants. Et ça, c'est encouragé. Mais dans d'autres pays, ça ne se fait pas. Donc, je dirais que c'est un problème de moyens. Un problème de moyens. Donc il faudra que dans ces pays d'Afrique, que les responsables qui sont chargés de ces programmes d'éducation mettent un peu plus le paquet sur ces jeunes-là. Parce qu'en fait, c'est une sorte de marginalisation et d'exclusion que de ne pas avoir l'accès au monde de l'écriture. Et malheureusement, c'est ce qui se passe en Afrique.
Samuel, on l'a vu dans le reportage avec l'exemple de cet établissement au Burkina Faso. Ce genre d'initiative, ce genre d'école est le fait d'associations, de structures religieuses. Qu'est-ce que cela signifie que l'État se désintéresse de l'inclusion, de l'insertion des handicapés? Peut-être que l'État ne se désintéresse pas parce qu'il y a des ministères des Affaires sociales. Et la problématique du handicap soulève un certain nombre de questionnements existentiels. Ces enfants qui naissent, qui viennent au monde avec des handicaps et qui sont obligés de les porter tout au long de leur vie, n'ont pas choisi d'être handicapés. Et donc, il faut une priorité très prononcée, très active à l'adresse de ces minorités. Et cela appelle aussi à la gestion de la diversité. La gestion de la diversité impose une capacité technique de prendre en compte ces problèmes, ces différents handicaps, mais aussi les particularités qui s'imposent à ces couches sociales défavorisées. Et pour cela, le travail fait par ces associations est justement à saluer. Il faudrait peut-être que les États puissent apporter un soutien financier, logistique, mais aussi un soutien pédagogique. Parce que pour niveler même par le bas, il faudrait quand même l'accès à l'éducation. Il faudrait des moyens pour scolariser ces jeunes et tous ces handicapés. Et l'éducation pour tous, développée et promue par l'UNESCO, voudrait que tout le monde, qu'on soit vieux, jeune, handicapé ou pas, que l'on a le droit et le devoir d'avoir accès au savoir. Et je pense que nos gouvernements et les sociétés civiles, aussi diverses soient-elles, doivent intégrer la précarité, cette minorité dans le tissu social national. Gemal, plus qu'un soutien financier, ce n'est pas à l'État de créer ces écoles destinées aux aveugles, aux handicapés en général? Bien entendu, c'est une politique générale qu'il faut mettre en place. De quoi il s'agit? Un handicapé a un problème d'abord d'intégration dans une société qui n'est pas faite pour lui. Je vous mets de côté le chômage. Dans les pays développés, 70% des handicapés sont au chômage. Je dis bien dans les pays développés où il y a des politiques publiques qui accompagnent. Dans le pays où souvent il n'y a pas de politique publique qui accompagne les aveugles, qu'on oublie complètement les handicapés de façon générale. Ils n'existent pas. Il y a un problème d'intégration. Le travail, d'abord. Le travail est un facteur, évidemment, en dehors ou nonobstant les revenus que cela procure pour vivre, c'est d'abord un facteur d'intégration sociologique. Et donc, si nous ne sommes pas capables de travailler, donc de s'insérer dans le tissu de la société, on n'existe en réalité pas. Et donc, les handicapés, de façon générale, rencontrent d'abord ce problème-là. Il y a de vrais soucis dans nos pays. Il y a un manque d'informations en général sur donc les cursus, les parcours à faire. Il y a un manque de structures d'accompagnement. Nous avons un vrai problème de créer des unités pour les handicapés de façon générale. Et puis, nous n'avons pas compris la démarche à faire face à la complexité d'une situation comme celle-là. Et donc, partant de là, nous avons l'obligation, donc les politiques publiques ont l'obligation de mettre en place une forme adaptée de formation, d'intégration, dans ce domaine-là. Et donc, la mise en place d'écoles, de médiateurs capables d'accompagner les handicapés de façon générale, les aveugles dont on parle ici, c'est aussi valable pour tous les autres, est un vrai souci. Et puis, reste le cadre légal, c'est-à-dire que nous avons donc l'obligation de mettre en place des politiques publiques et un cadre juridique protecteur des handicapés, ce que nous ne faisons pas. Dans les pays développés, et en France en l'occurrence, puisqu'on y est, chaque entreprise a l'obligation, de par la loi, d'avoir 6% parmi ses effectifs d'aveugles, ou en tout cas d'handicapés. Et donc, la question, ce n'est pas est-ce qu'ils le font tous, la question est de savoir, ceux qui ne le font pas, payent-ils réellement des pénalités? Et la réponse est oui, en tout cas en France. Je pense que c'est valable et parfois beaucoup plus restrictif dans les pays scandinaves. Et donc, nous avons, nous, dans nos pays, l'obligation de comprendre ce phénomène-là et d'y répondre. En réalité, la population handicapée est aussi une population qui est capable de rentrer dans le tissu économique, dans le tissu de la productivité, et donc dans le tissu capable de créer et de faire de la richesse. Et donc, si nous n'accompagnons pas tout cela de politiques publiques sérieuses, centres de formation, centres adaptés, structures adéquates, et puis l'obligation évidemment de leur trouver les mécanismes nécessaires d'encouragement pour une entreprise. C'est-à-dire qu'une entreprise qui embauche un aveugle, elle considère qu'il n'est pas productif, et elle considère que c'est un emploi occupé
pour rien. Eh bien, il faut démentir ce préjugé-là et d'expliquer, s'il le faut, contraindre donc les entreprises d'embaucher ou d'insérer, de participer, parce qu'une entreprise c'est aussi un agent social, de participer donc à l'intégration au sein d'une société de ces populations-là, qui sont des populations qui, une autre, Samuel l'a bien dit, n'ont pas choisi d'être handicapées, puis figurez-vous, nous le sommes tous potentiellement. Raphaël, est-ce que c'est une solution, les dispositifs par exemple de discrimination positive? Je ne pense pas que ce soit des solutions, mais en fait, moi, je pense qu'il faut légiférer. Comme le disait Jamal, je crois qu'à un moment donné, il faudra prendre des lois qui imposent, disons, un certain nombre de quotas pour que ces personnes malvoyantes ou déficients visuels... Donc des contraintes aux entreprises. Voilà, aux entreprises, pour que sinon... Mais vous constaterez qu'en Afrique, à peine, disons, je dirais même 2%, si vous prenez sur 100 malvoyants, il n'y a que 2 qui se retrouvent dans le monde de l'entreprise. C'est tout simplement parce que soit les entreprises, disons, n'ont pas l'information réelle sur ce qu'est handicap, ou alors ils oublient qu'aujourd'hui les technologies ont tellement évolué que ces malvoyants sont capables de faire ce que les voyants font. Et donc je pense qu'il faut légiférer, il faut trouver des lois qui contraignent certaines entreprises à embaucher ces jeunes-là et ces personnes. Samuel, vous partagez cet avis, légiférer pour contraindre les entreprises? Il faut absolument légiférer, c'est le seul moyen de contraindre les entreprises et le personnel administratif public de pouvoir prendre ces minorités en compte. Mais je pense qu'il y a déjà des instruments. Ailleurs, en France, on parle de la charte de la diversité. Et quand on parle de la diversité, on a tendance à voir la race. Mais la diversité et les discriminations, c'est aussi ces minorités qui sont connues par le handicap. Et donc, je pense que légiférer, c'est une très bonne chose. Mais il faudrait aussi une volonté de la part des gouvernants. Mais aussi développer des recherches dans cette direction. J'ai mal parlé tout à l'heure de l'insertion de ces jeunes dans le tissu socio-professionnel. Il faut que la réflexion et que les recherches puissent être davantage développées dans ce secteur-là, afin de montrer que ces handicapés ou ces personnes porteurs de handicap ont des potentialités intellectuelles capables de rivaliser avec celles des personnes dites normales. Merci messieurs. Et tout de suite un rappel des titres qui ont été développés en début d'émission. L'opposition guinéenne est redescendue dans la rue ce lundi. La veille, une délégation gouvernementale a rencontré le chef de file des opposants, Cellou Dalein Diallo, qui a refusé de suspendre les manifestations. Il continue de protester contre le calendrier électoral. Et l'Algérie commémore cette année le 70e anniversaire du massacre de Sétif. Le secrétaire d'État français chargé des anciens combattants s'est rendu ce dimanche dans le pays pour un hommage aux victimes algériennes de ce massacre. Une première pour un ministre français. Nous allons marquer une nouvelle pause à l'instant, la troisième partie de l'Africa News.